Toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour ce premier webinaire de l'année 2024 Parlons Foncier le Direct, donc le rendez-vous mensuel de la SAFER Occitanie. Donc je m'appelle Philippe Abran, j'ai le plaisir d'animer donc ce nouveau webinaire, quelque peu exceptionnel d'ailleurs, organisé donc à l'occasion de la semaine du Salon international de l'agriculture à Paris. Sur fond de crise, il n'aura échappé à personne que l'agriculture et ses agriculteurs sont confrontés à de multiples défis, tout autant déterminants pour l'avenir de la profession que pour la nation tout entière. Parmi ceux-là, donc le renouvellement des générations n'en est pas le moindre, avec de nombreuses problématiques posées comme l'attractivité du métier et le soutien à l'installation. Alors certains d'entre vous, porteurs d'un possible projet d'installation, s'interroge-t-il encore peut-être donc sur la pertinence d'un tel choix et sur leur capacité à le concrétiser au regard d'un contexte qu'ils jugent trop aléatoire et trop complexe. En organisant donc ce webinaire, les équipes de la SAFER Occitanie ont souhaité vous dire qu'en dépit du contexte et de toutes les difficultés possibles, s'installer en Occitanie, c'est possible. Et quoi de mieux donc pour étayer le propos que de vous faire partager 3 histoires de terre et de passion à travers 3 parcours singuliers. Vous allez le constater, ils et elles sont éleveurs, pisciculteurs et viticulteurs. Ils et elles partagent la même passion et la même fierté du métier. Ils et elles sont animés de la même détermination pour transformer leurs rêves en réalité. Ils et elles ont eu tous 3 un coup de cœur pour un coin de terre et un terroir d'Occitanie. Alors, sans plus attendre, j'ai le plaisir d'accueillir Sabine Canesson, Morgane Catala, Julien Fabregas, ainsi que Thomas Roumagnac. Alors, avant de faire les présentations plus détaillées, je vous informe que vous pouvez, tout au long de nos échanges, poser vos questions en direct dans le chat. Une fenêtre donc est à droite de votre écran. Vous indiquez également qu'une enquête de satisfaction vous est proposée, que vous pourrez compléter donc en fin de webinaire. Sabine Canesson, bonjour. Bonjour. Vous êtes originaire donc du Pas-de-Calais. Vous avez un jour posé vos valises dans le massif d'Écosse en Lozère pour reprendre puis développer donc un élevage de brebis et de chevaux d'endurance. Après des études agricoles et environnementales, puis une première expérience professionnelle hors agriculture, vous vous êtes installé donc depuis 2019 en GAEC avec votre conjoint David. Ravi de vous accueillir. Morgane Catala, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes natif de l'Ariège, amoureux de la nature, on peut le dire, et vous avez très vite acquis la conviction que c'est en Ariège que vous exerceriez le métier de pisciculteur auquel très jeune vous vous destiniez. Alors, c'est chose faite depuis 2017 avec la reprise de la ferme aquacole Les Truites de Laston que vous dirigez donc aujourd'hui avec votre conjointe Amandine. Ravi de vous accueillir également. Merci à vous de nous donner la parole. Julien Fabregas, bonjour. Ah Julien, on ne vous entend plus, il faut rallumer le micro. Bonjour, pardon, excusez-moi. Bonjour Julien. D'abord, donc, chef de culture au sein d'une exploitation viticole, après des études viti-œno, vous avez décidé de franchir le pas en 2021 en vous lançant avec votre conjointe Laura dans la création d'un domaine viticole, le Mas Origine à Montpeyroux dans l'Hérault, au cœur donc des appellations Terrasse du Larzac et Languedoc. Ravi de vous accueillir également. Merci. Et enfin, donc, Thomas Roumagnac, donc, bonjour, vous êtes directeur opérationnel au sein de la SAFER Occitanie. Ravi de vous accueillir également. Voilà, je rappelle une fois encore, durant donc, tout le webinaire, n'hésitez pas donc, à poser vos questions, à formuler vos observations dans le chat donc, qui est donc, sur la droite de votre écran. Alors, peut-être pour poser le débat et camper le décor, j'ai envie de dire, une question donc, pour vous 3 d'ailleurs, Sabine, Morgane ou Julien. Donc, vous êtes d'ailleurs tous 3 installés hors cadre familial, donc sans reprendre l'exploitation de vos parents. Est-ce que vous pouvez nous dire, en commençant par Sabine peut-être, quels sont les ressorts, les motivations qui vous ont conduit à faire le choix de ce métier, Sabine? C'est vrai que mon choix s'est orienté avec un coup de cœur sur la Lozère et particulièrement sur l'Écosse, que j'ai découvert via la course des 160 km de Florac.
une course d'endurance équestre, donc sur longue distance. Et donc, j'ai fait le choix de m'installer là, en altitude, et pour élever mes chevaux sur des parcs en altitude et sur de larges étendues, en fait. Donc, véritablement, un coup de cœur. Il faut rappeler à nos internautes que vous êtes une amoureuse du cheval, hein, une course équine donc dans le Larzac. Et tout ça s'est fait un peu par hasard, mais avec un gros coup de cœur pour ce terroir. C'est ça, tout à fait. En fait, on était déjà éleveurs de chevaux dans le Pas-de-Calais avec mon papa. Et moi, j'ai décidé de m'installer en Lozère. En Lozère, dans un premier temps. Morgan, peut-être, donc les ressorts, les motivations donc, qui vous ont conduit à faire le choix de ce métier de pisciculteur, qui n'est pas un choix anodin. Déjà, amoureux de la nature, de la pêche depuis tout petit. Voilà, c'est à travers cette passion que j'ai suivi un cursus scolaire dans l'aquaculture. Après, c'est devenu une passion finalement, ce métier-là. Et puis, le désir de s'installer chez moi en Ariège pour le développer et changer un peu cette image du pisciculteur qui jette 4 truites dans une rivière et voilà, transformer les produits, valoriser, amener des émotions à travers nos produits et le faire découvrir parce qu'on le connaît très peu finalement. Voilà. Julien Fabregas, donc vigneron dans l'Hérault, Masse Origine, la même question. Quels sont les ressorts, les motivations qui vous ont conduit à faire le choix de ce métier plutôt qu'un autre? Nous, c'est pareil, c'est vraiment un métier de passion aussi. On a l'avantage de pouvoir cultiver la vigne et à la fois transformer, fabriquer le produit et le commercialiser. Donc, l'idée, c'était de pouvoir vraiment transmettre cette passion à travers nos propres vins, du coup, de s'installer hors cadre familial, en effet, de démarrer de zéro et finalement, la page blanche permet de s'exprimer de la façon dont on le souhaite, quoi. Donc, au final, voilà, c'est un métier qui est très humain aussi. Nous, on s'est installé dans un village qui nous a très bien accueillis et dont on peut préserver les savoir-faire aussi des anciens qui ont planté les vignes avant nous. Aujourd'hui, on exploite des vignes qu'on n'a pas plantées pour l'instant. Donc, clairement, c'est cette idée aussi de pouvoir continuer à créer et à fabriquer nos produits avec amour et passion, quoi. En écrivant sa propre histoire. Exactement. Exactement. Je le disais en présentation, il se trouve que tous trois, vous vous êtes lancés dans cette aventure et vous l'avez fait à deux avec votre conjoint ou conjointe. Est-ce que vous diriez les uns et les autres que s'installer en agriculture, finalement, c'est d'abord un choix de vie, une aventure familiale, avant même d'être un projet professionnel avec toutes les contingences que ça peut amener? Sabine? Oui, tout à fait. C'est vraiment un projet de vie qu'on mène ensemble, donc avec nos différentes casquettes. Et c'est vraiment comme ça que moi, je voulais l'inscrire. De toute façon, c'est un métier passion, voire ultra passion actuellement. Et 24 heures sur 24, 365 jours par an. Et là, on le mène de front et c'est comme ça que moi, je le voulais. Ouais. Julien, vous êtes d'accord avec les propos, j'imagine, de Ouais, Sabine? tout à fait. Ça résonne vraiment aussi dans notre projet aussi. Enfin, c'était indispensable pour nous que ce soit un projet familial. De part, comme ça a été dit, la prise, le temps que ça nous prend et l'investissement qu'on y met, il faut que ce soit clairement un projet familial pour que tout le monde tire dans le même sens et qu'on avance ensemble. Nous, on a 2 petits garçons aussi dans notre aventure. Ils sont avec nous dans les vignes, ils sont avec nous quand il faut venir dans le tracteur. Donc, c'était indispensable que ce soit un projet familial et en accord avec le projet de vie aussi, ouais, c'est sûr. Morgan, au regard des difficultés que représente un tel projet d'installation, un tel challenge, il faut être au moins 2 pour les surmonter, les affronter? C'est sûr que c'est beaucoup plus facile d'être 2. Déjà pour avoir une analyse un peu différente de tous les problèmes, les problématiques qu'on peut avoir au quotidien. On a tous notre regard par rapport à ce genre de difficultés qu'on peut avoir. Mais c'est une évidence, si on n'est pas passionné, si on n'est pas investi à 3000% dans des projets agricoles comme on peut le connaître,
ça sert à rien d'y aller, quoi, parce que là, on y donne tout. On y donne tout ce qu'on a à nous, financièrement, humainement. Bon, et bien après, c'est toute la famille qui suit, que ce soit les enfants, évidemment, les grands-parents. C'est tout le monde qui aide et compagnie. Ça, c'est une évidence. On parle beaucoup de l'âpreté du métier et la crise que vous connaissez aujourd'hui montre bien que ça reste un métier difficile. J'imagine quand même que ce qui vous fait avancer, c'est qu'il y a aussi des compensations dans ce métier, le goût de l'entrepreneuriat, la satisfaction aussi et la reconnaissance que vos clients peuvent ceux qui achètent vos produits peuvent vous amener. Oui, bien sûr. C'est ce qui nous fait avancer, c'est notre moteur en fait. L'élevage, c'est assez compliqué. On élève, nous avons des productions longues et on essaie sur la partie ovine, de commercialiser nos produits en direct et en local, quasiment à 100%. Et voilà, l'élevage, donc durant toute la période où on fait naître et élever nos agneaux, c'est énormément d'astreintes et c'est des petits bonheurs et des petits moments comme ça qui nous font avancer et qui nous réconfortent au fur et à mesure. Et à la fin, quand on a un consommateur qui est satisfait, qui nous le dit, et là, c'est vraiment le Graal pour nous, en fait. Morgan, le fait de redonner vie à un site piscicole tel que vous l'avez repris, c'est une fierté, j'imagine, et c'est une satisfaction qui viennent compenser et les risques que vous prenez et la difficulté du métier. Oui, évidemment que c'est une fierté de reprendre une exploitation et de la faire évoluer. C'est une fierté, mais aussi c'est beaucoup de responsabilité de se dire que de la faire évoluer, c'est bien, mais il faut la garder au niveau où on l'amène, parce que la chute peut être terrible aussi, quoi. Donc, il faut, oui, évidemment que c'est une fierté de pouvoir produire quelque chose de ses mains et d'avoir derrière des personnes, des clients qui nous disent ce que vous faites, c'est génial, ou c'est une évidence, quoi. Heureusement qu'on a ça, parce que c'est vrai que il faut pas se leurrer, c'est difficile au quotidien, et c'est vrai que cette satisfaction-là, voilà, elle est réconfortante quand même. Oui. J'imagine, Julien, que en tant que viticulteur, producteur de vin, vous qui produisez du raisin, le transformer, le commercialiser, vous devez à peu près ressentir les mêmes satisfactions, les mêmes compensations finalement à la dureté du métier. Ouais, mais c'est sûr. Après, c'est clair qu'il y a des incertitudes, que ce soit climatique ou que ce soit, voilà. L'idée, c'est de repousser à chaque fois aussi ses limites et de tester des nouvelles choses. Là, on est encore en train de réfléchir à mettre des couverts végétaux dans les vignes en hiver pour limiter la fertilisation aussi, pour essayer de raisonner. Enfin, on repousse toujours nos limites aussi pour justement aboutir aux meilleurs produits en respectant au maximum l'environnement aussi. Voilà, et c'est clair que nous, là, on met en bouteille nos premiers millésimes, parce qu'on a généralement 1 an d'élevage sur les vins rouges, et là, on a la concrétisation un peu des 2 ans de travail, où on a les retours des premières dégustations. Et c'est sûr que ça nous rebooste pour continuer, faire encore mieux, essayer de faire le mieux possible. Et c'est clair que le retour des clients, pour nous, il est hyper motivant. Merci Julien, merci à vous trois pour ces premiers éclairages. Thomas Romagnac, bonjour. Donc, je rappelle, vous êtes directeur opérationnel de la SAFER Occitanie. D'ailleurs, peut-être pour éclairer le champ de vos fonctions, Thomas, est-ce que vous pourriez nous dire en quoi, brièvement, mais en quoi consiste cette responsabilité, ce poste de directeur opérationnel de la SAFER Occitanie? Bonjour Philippe, donc en tant que directeur opérationnel, donc j'accompagne les 13 départements de la SAFER Occitanie dans la conduite des opérations foncières, et à ce titre, donc je participe aux comités techniques départementaux qui émettent des avis sur les attributions foncières. J'assure également le lien avec nos ministères de tutelle. Il faut savoir que la SAFER est sous la tutelle de 2 ministères, le ministère de l'Agriculture et le ministère des Finances, représentés par des commissaires du gouvernement. Voilà, brièvement.
Très bien. Bon, moi, j'ai noté hein, que s'agissant d'accompagner l'installation, et les trois jeunes agriculteurs, agricultrices qu'on a avec nous pourront en témoigner, hein, et la volonté de la SAFER, c'est bien sûr d'être à l'écoute, d'agir au plus près du terrain. Est-ce que vous pouvez nous dire comment cette volonté de proximité se traduit concrètement hein, dans l'organisation de la SAFER Occitanie, s'agissant notamment peut-être aussi de détecter puis d'accompagner donc des porteurs de projets comme Sabine, Morgan ou Julien? Ben justement, par une très grande proximité, notre organisation est basée sur un maillage territorial très fort. Nous avons donc au niveau de l'Occitanie donc un service foncier par département et cela commence par là. Chaque service foncier est composé donc comprend des conseillers de terrain qui sont sectorisés, dont le rôle est de mener à bien des opérations foncières. Donc concrètement, en fait, ils maîtrisent des biens à la vente à un prix de marché, et leur rôle est de diffuser l'information largement pour susciter des candidatures et notamment des porteurs de projets à l'installation. On s'appuie également sur notre réseau professionnel. Donc, on diffuse toutes les informations liées en fait aux transactions foncières à l'ensemble donc des syndicats professionnels agricoles hein, au niveau départemental, qui eux-mêmes rediffusent ensuite au plus petit échelon, hein, au canton et à la commune, de manière à susciter également des candidatures de porteurs de projets. On a également une action au niveau de nos services fonciers départementaux auprès des étudiants en agriculture. Donc, on participe en fait à des formations auprès des écoles, que ce soit donc des BTS ou même des écoles d'ingénieurs, pour expliquer le fonctionnement de la SAFER, d'une part, et d'autre part pour expliquer les démarches à réaliser pour acquérir ou louer du foncier en vue de s'installer. Enfin, on a également au niveau régional un service dédié qui s'appelle le service propriété rurale, qui prend le relais quand une propriété ne trouve pas de preneur au niveau local pour aller chercher un porteur de projet à l'extérieur. Et souvent, ce sont des porteurs de projet hors cadre familial, donc qui viennent donc d'autres départements, voire d'autres régions. Je retiens donc dans votre propos que effectivement l'agent foncier hein, de la SAFER, c'est vraiment l'interface terrain de l'action de la SAFER avec voilà, les possibles porteurs de projets. Merci pour ces premières précisions, Thomas. Morgane Catala, donc je reviens vers vous. Je rappelle que vous êtes pisciculteur en Ariège sur la ferme aquacole Les Truites de Laston. Avant de commencer à réfléchir à votre projet d'installation et de rechercher un site piscicole en Ariège, vous avez suivi, acquis un solide bagage technique. Hein, vous êtes passé par toutes les étapes, brevet professionnel, bac, BTS, puis une licence universitaire. Donc, vous avez poussé le bouchon, si je peux me permettre, assez loin en la matière. Est-ce qu'après coup, vous diriez quand même que peut-être le plus difficile, ça a été d'oser se lancer? Est-ce que au regard des difficultés de l'installation, est-ce que vous diriez qu'il faut peut-être aussi, pour pouvoir se lancer, garder une part d'insouciance finalement? Parce que vous êtes au pied de la montagne quand vous décidez de vous lancer. Ah bon, alors là, c'est certain que moi, je pense qu'il faut le faire quand même assez jeune, quoi. Assez jeune et garder cette part un petit peu d'insouciance en minimisant les risques, évidemment. Hein, voilà, il faut absolument avoir des bagages techniques. Il faut quand même avoir une certaine connaissance solide de notre métier, de ce qu'on fait, parce que quand on va être dans le jus au démarrage, on va avoir tellement de sujets à traiter au niveau administratif, au niveau comptable, au niveau management, quand on a des employés, que si on ne maîtrise pas le sujet technique, en plus de tout ça, ben, c'est mort, quoi. Donc, voilà, il faut quand même ce bagage-là, mais il faut avoir le goût du risque de l'entrepreneuriat quand même. Hein. Il ne faut pas se leurrer que quand on s'installe
en agriculture, et je pense que c'est dans d'autres corps de métier pareil, dans l'artisanat, dans n'importe quoi, il faut quand même avoir ce goût-là un peu du risque et de l'entrepreneuriat, oui, c'est certain. Hein. Je disais tout à l'heure que tous trois, vous vous êtes installés hors cadre familial. Est-ce que ce statut de hors cadre familial, ça a ajouté finalement de la difficulté à la difficulté? Est-ce que le fait de s'installer sur une production comme la pisciculture, qui est une production, je n'ose pas dire marginale à l'échelle nationale, mais enfin, elle reste modeste en termes de nombre de projets, est-ce que c'est des difficultés supplémentaires, tout ça, dans votre expérience? C'est une difficulté dans le sens où effectivement on profite très peu finalement de l'expérience qu'auraient pu avoir nos parents, nos grands-parents sur l'exploitation. Donc quand on est hors cadre familial, effectivement on a très peu cette expérience-là qui a été acquérie par nos anciens. Mais d'un autre côté, on est libre. On est libre de penser l'exploitation comme on en a envie, comment on se l'imagine, les orientations qu'on veut leur donner. Voilà. Moi, aujourd'hui, quand j'ai envie de faire un projet sur mon exploitation, on se réunit avec Amandine, qui est ma femme et mon associé aussi sur l'exploitation. Et c'est quand même assez rapide, quoi. Je veux dire, il ne faut pas qu'on consulte les parents, les grands-parents sur 4 générations avant de prendre une décision. Donc, effectivement, bon, il y a les deux côtés, quoi. Et puis ensuite, bon, la pisciculture, effectivement, c'est un secteur très, très petit, hein, avec peu d'exploitation. C'est un secteur qui est compliqué dans le sens où aujourd'hui, on a un support d'élevage qui est l'eau douce, et l'eau douce est en train d'évoluer, de changer en très peu de temps. Donc, ça veut dire qu'en très peu de temps, il faut qu'on s'adapte à une nouvelle façon de produire. Et ça, finalement, qu'on soit ancien ou jeune, il faut s'adapter. Et donc, bon, peut-être qu'en étant jeune et avec un regard un peu plus, avec de la technologie et compagnie, voilà, on a peut-être plus de facilité finalement. Merci Morgan pour ces précisions. Julien, quand on parle du parcours de l'installation, on parle souvent de parcours du combattant. Vous êtes installé dans le domaine de la viticulture, bon, avec c'est propre à aujourd'hui l'ensemble de l'agriculture, mais enfin, la crise que connaît la viticulture est assez aiguë, notamment dans vos régions. Est-ce que vous auriez envie de dire que malgré tout, aux futurs porteurs de projets qui nous écoutent peut-être aujourd'hui, qu'en dépit de toutes ces difficultés, il faut quand même croire en ses rêves sans donner les moyens, bien évidemment? Ah ben oui, tout à fait. Enfin, nous, on en est l'exemple parfait. Voilà, on est hors cadre familial, comme on le disait. On n'avait pas de parcelle, on n'avait pas de lieu de stockage de notre matériel, de notre vinification, etc. Donc, pour la peine, on a pu le faire. Après, c'est sûr que sans difficulté, je vous dirais que voilà, c'est utopique, on va dire. Mais et il faut un enchaînement de réussite et de travail qu'on a eu, c'est sûr. Hein. Mais on a su vraiment voilà, adapter, mélanger. Ben, on parlait des savoir-faire des anciens aussi, hors cadre familial, en effet. Et nous, on s'appuie énormément sur ces valeurs-là, plutôt que les valeurs de travail, de persévérance, justement, qui ont été transmises par nos anciens. Alors, on n'a pas eu de terre et de matériel, mais par contre, on a eu voilà, des valeurs qui sont entre nos deux familles aussi, avec Laura, pareil, qu'il faut que ça fasse une symbiose de tout ça pour réussir. Et un peu, nous, on aime bien dire que d'avoir les étoiles qui ont été alignées à un certain moment pour faire qu'on en soit là. Après, il n'y a pas que ça, voilà, il y a énormément de travail et tout, mais il faut y croire. Bien sûr que c'est possible. Après, c'est sûr que ce sera peut-être différemment des générations précédentes. Je pense qu'il faut apprendre à produire différemment, à mieux valoriser, à pouvoir vendre ses propres produits aussi, faire des rendements qui sont peut-être plus raisonnés que ce qui était fait avant aussi, plus qualitatifs. Après, c'est clairement la direction qu'a pris dans notre région depuis très longtemps.
Voilà, on ne fait plus les vins à piquette du Languedoc, ça fait longtemps que c'est terminé. Et donc, du coup, clairement, le virage qualitatif et la valorisation, nous, en direct au caveau, ici aussi, au domaine, on a créé un petit caveau qui nous permet de vendre en direct. Ben, c'est sûr que ça permet clairement de se lancer dans ce projet-là, quoi. Après, comme tu disais, Morgan, il faut tout mettre dedans, financièrement, au niveau du temps du travail aussi. Enfin, il ne faut pas y aller en disant on va s'installer facilement. Voilà. Et Julien, donc, au regard de l'enjeu de renouvellement de génération et du nombre d'agriculteurs et de viticulteurs qui demain vont prendre leur retraite, vous considérez qu'il y a de la place à prendre encore, finalement? Bah, énormément. Nous, je vois, on était en arrivant rien que à l'échelle de notre village, on est à Montpérou. Il y a des vignes qui sont à donner en fermage, qui sont disponibles si on veut s'installer. Il y a clairement la place sur des projets motivés de gens qui veulent reprendre des exploitations. Aujourd'hui, c'est sûr que la moyenne d'âge, elle est un peu plus élevée, c'est forcément. Hein. Et il n'y a pas forcément derrière de reprise familiale d'ailleurs. Donc, nous, il y a pas mal de projets qui sont hors cadre familial sur les reprises de vignes, quoi. Merci. Après, le problème qu'on a aussi, c'est nous, à notre échelle, on n'a pas forcément la capacité d'augmenter les surfaces en fait, de chaque exploitation. On a beaucoup de petites exploitations qui tournent entre 8 et 15 hectares, on va dire, et qui fait qu'on ne peut pas, nous, à notre échelle, par exemple, on ne pourrait pas absorber des parcelles en plus de quelqu'un qui partirait. Voilà, au bout d'un moment, on a une limite économique à notre échelle. Donc, du coup, il faut forcément une création et un renouveau d'exploitation. Il y a de la place à prendre. Merci, oui. Julien. Sabine, donc je rappelle, vous êtes éleveur donc, au vin et équin, donc au Mas-André en Lozère. La question de l'accès au foncier, trouver une exploitation qui soit en phase avec votre projet, ça a été l'une de vos principales difficultés au regard de la pression foncière qui peut exister dans l'Écosse? Oui, c'est vrai. C'est vrai parce qu'en Lozère, il y a vraiment une très grosse pression sur le foncier qui est vraiment recherché. Surtout sur les plateaux calcaires. Moi, mon souhait, c'était de créer un élevage, enfin, en tout cas, reprendre un élevage extensif en altitude, basé sur le modèle du pastoralisme. Et j'ai mis plus de 10 ans, en fait, à trouver mon exploitation, donc une exploitation viable qui va pouvoir faire vivre une famille, dégager 2 salaires. Ça a été assez long, effectivement, ouais. Et justement, donc, vous avez fini par trouver cette exploitation. Donc, vous avez repris une exploitation existante. En quoi la qualité des relations que vous avez pu tisser avec le cédant a pu participer justement peut-être aussi à la réussite de votre projet? Ah, ça a été primordial, vraiment, parce que donc il y a eu une très bonne entente avec le cédant. Nous avions donc nos emplois respectifs auparavant. Nous avons fait une rupture conventionnelle auprès de nos employeurs. Et donc, suite à ça, mon conjoint, lui, a fait 1 an au CFPPA pour avoir la capacité agricole à s'installer. Et moi, de mon côté, j'ai fait 1 an de parrainage avec le cédant qui partait à la retraite, donc 1 an après. Et donc, pendant cette année de parrainage, ça a été très, très riche. Donc, j'ai pu donc découvrir l'exploitation, les délimitations, les terres, l'élevage au vin que je ne connaissais pas. Et j'ai travaillé avec lui pendant 1 an, tous les jours, sous le régime du chômage, en fait, puisque j'avais eu ma rupture conventionnelle, j'étais payée par le chômage. Et je travaillais avec lui chaque jour de l'année pour apprendre le métier, donc principalement en ovin et le travail des terres aussi, puisqu'on est en autoproduction sur l'exploitation. Donc, le renouvellement de génération et la réussite d'une installation, c'est l'affaire de tous, mais c'est aussi l'affaire des cédants dans cette capacité peut-être qu'ils ont à accompagner les porteurs de projets auxquels ils ont cédé leur outil de travail. Merci Sabine pour ce dernier témoignage. Thomas Romagnac, donc directeur opérationnel de la SAFER Occitanie. On vient de le voir, ça a été exprimé à l'instant par Sabine. Hein. Il y a des contextes qui sont, en fonction des territoires bien évidemment, mais marqués par des tensions foncières, ou peut-être la volonté d'agrandissement des uns peut faire aussi obstacle au projet d'installation des autres. Comment est-ce que la SAFER justement arbitre ces situations-là et participe à cet enjeu de renouvellement des générations et d'installation des porteurs de projets pour leur permettre d'accéder aux fonciers dont ils ont besoin? Alors tout d'abord, effectivement, le renouvellement des générations en agriculture, c'est un défi vital pour nos territoires ruraux. On sait que nous avons 1/3 des agriculteurs qui vont partir à la retraite et Julien a illustré
au travers de l'exemple de son village. Malgré tout, effectivement, dans un contexte parfois de tension foncière, nos instances peuvent être amenées à arbitrer entre des projets d'installation et des projets de consolidation d'agriculteurs. L'installation est la priorité de la SAFER Occitanie. Voilà, donc très clairement. Et en 2023, ce sont près de 8000 hectares qui ont été cédés au profit de candidats à l'installation. Donc voilà, je le répète, hein, l'installation est la priorité des priorités, donc l'installation en agriculture, mais l'installation dans des conditions favorables. Donc nous allons nous attacher en fait à faire coïncider le support foncier avec le projet du candidat. Bon, pour illustrer ce propos, par exemple, quand on a un porteur de projet qui veut s'installer en maraîchage, nous allons nous attacher à lui rétrocéder donc un foncier propice à ces cultures, mais également à sécuriser la ressource en eau. On va également s'attacher à regarder la capacité du porteur de projet à développer et à mettre en œuvre son projet de manière à l'installer de manière durable. On a parlé aussi précédemment, au travers des différents exemples, de la formation. Et la formation est quand même très importante pour la réussite d'un projet agricole. Et donc, bon, priorité à l'installation, donc ça, c'est les orientations fortes avec donc cette volonté de régulation du marché hein, pour orienter le foncier qui se libère en priorité donc vers les porteurs de projets candidats à l'installation. J'imagine évidemment que vous avez toute une panoplie d'outils à la SAFER Occitanie pour justement accompagner et faciliter, permettre l'accès au foncier. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot justement de ces outils, Thomas ? Donc effectivement, notre conseil d'administration a souhaité renforcer son action au profit de l'installation. Donc tout d'abord, les candidats à l'installation bénéficient d'un barème préférentiel pour l'acquisition de foncier. On a également mis en place donc un fonds d'aide à l'installation sur nos fonds propres. Donc tout jeune agriculteur candidat à l'installation qui se voit attribuer du foncier bâti ou non bâti via la SAFER bénéficie d'une aide visant donc à lui permettre donc de payer les frais notariés lors de l'acquisition. Depuis 2019, ce sont plus de 250 jeunes agriculteurs et agricultrices qui ont bénéficié de cette aide pour un effort financier de plus de 500 000 € pour l'entreprise. On est également engagé au travers de la foncière régionale dont le but est de porter le foncier pendant une durée déterminée afin de soulager l'effort d'investissement pour les jeunes agriculteurs lors de l'installation. Voilà, très rapidement, les quelques outils que nous avons mis en place. Est-ce que vous diriez, Thomas, que parce que moi, j'imagine qu'aujourd'hui, personne ne peut ignorer l'existence de l'institution SAFER. Hein, ça fait 60 ans que les SAFER existent. Est-ce que vous considérez, vous qui êtes au plus près du terrain, que pour autant le réflexe SAFER soit également bien installé, notamment chez des porteurs de projets hors cadre familial, qui connaissent peut-être moins bien l'environnement agricole et ce que la SAFER peut leur apporter en termes d'accompagnement? Je dirais que le réflexe SAFER, il est de mieux en mieux installé. Ce n'est pas parfait, mais l'exemple de nos 3 jeunes en est un. Et comme on indiqué au début de mon propos, nous intervenons donc dans la plupart des formations agricoles, que ce soit au niveau départemental ou régional, pour expliquer ce qu'est la SAFER, comment elle fonctionne et quelles sont les démarches à réaliser pour s'installer en agriculture et acquérir du foncier ou louer du foncier. Nous échangeons également et nous constituons des partenariats forts avec l'ensemble des organismes d'accompagnement des candidats à l'installation, que ce soit sur le plan administratif, technique ou financier, dans le but donc de faire connaître la SAFER et de faire connaître cette opportunité que peut être la SAFER dans le cadre de l'installation. Merci Thomas pour ces dernières précisions. Morgane, Julien et Sabine, vous avez tous trois, donc à un moment donné, à un moment clé de votre parcours d'installation, bénéficié donc de l'intervention de la SAFER Occitanie. Est-ce que tour à tour, vous pourriez peut-être nous préciser comment est-ce que précisément vous avez été mis en relation avec la SAFER? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait assez spontanément et dans la foulée, peut-être nous dire… On a un petit téléphone qui sonne. Voilà, il n'y a pas de mal, c'est les joies du direct.
Donc, comment est-ce que vous avez été mis en relation donc, avec la SAFER? Et surtout, c'est ça qui nous intéresse, quels sont les bénéfices identifiés à votre niveau de l'intervention de la SAFER? Sabine, peut-être, pour commencer? Oui, je vais essayer de vous l'expliquer en fait assez succinctement comment donc la SAFER a sauvé notre projet parce qu'on était sur un montage très complexe puisque nous reprenions l'intégralité d'une exploitation, c'est-à-dire les terres, le cheptel, le matériel, les bâtiments, les stocks. Et nous avions un impératif au niveau date puisque le cédant voulait prendre sa retraite au 31 décembre. Et si vous voulez, donc le processus d'installation est assez long et nous avons eu un couac sur la fin de l'année, c'est-à-dire que quand mon conjoint a obtenu sa capacité à s'installer début décembre, il lui fallait absolument l'obtention de son diplôme pour créer le GAEC, puisque c'était le GAEC qui rachetait cet ensemble, en tout cas les stocks, le cheptel et le matériel, à un vendeur qui était en indivision avec 4 personnes. Le diplôme a été obtenu en décembre, mais en fait, ce que l'on n'avait pas pensé, c'est qu'il n'est délivré que fin janvier de l'année suivante. Donc, nous n'avions pas pu créer le GAEC et donc, nous ne pouvions convenir à cette date du 31-12 pour signer chez le notaire au 31-12. Donc, ce qui s'est passé, c'est que via le CER France, donc le service de comptabilité, la SAFER est intervenue auprès du vendeur. Le vendeur a mis ses terres à disposition de la SAFER sans fermage, via une convention de mise à disposition. Et moi, de mon côté, il m'a fallu créer une entreprise individuelle pour un mois, par laquelle la SAFER m'a signé ce qu'on appelle un bail SAFER. Donc, j'ai dû assurer les terres, etc., convenir à l'entretien des terrains, jusqu'à ce que le GAEC puisse signer la vente, l'achat des terrains. D'accord, donc ce que je retiens… La SAFER était porteur du projet, en fait. Pendant ce délai où on n'a pas pu obtenir tous les documents pour la création des sociétés et la signature avec l'indivision chez le notaire. Donc, très clairement, la SAFER a joué un rôle de facilitateur pour permettre donc d'aboutir dans votre projet, et que s'il n'y avait pas eu cette convention intermédiaire pour faire la jonction, c'est tout le projet qui pouvait se trouver remis en cause. Et comment est-ce que vous… C'est donc via le CER France, vous avez dit que vous avez été mis en relation avec la SAFER? C'est ça, le notaire et le CER France, oui. Donc, avec tout l'écosystème qu'il y a autour des porteurs de projets et qui travaillent ensemble main dans la main pour accompagner. Julien, donc vigneron dans l'Hérault, Masse Origine, comment est-ce que vous avez été mis en relation? Comment est-ce que vous avez connu la SAFER et peut-être, quelle était d'ailleurs l'image que vous aviez de la SAFER avant même de la connaître et quels ont été les bénéfices pour vous identifiés de l'intervention de la SAFER sur votre projet d'installation? Nous, tout à l'heure, Thomas a parlé du maillage régional, local fort. En fait, nous, on a clairement été en contact avec la responsable du secteur chez nous, qui est Nathalie Poudou, et qui nous a permis en fait d'avoir l'expertise un peu de ce secteur-là. Clairement, nous étant hors cadre familial, on connaît un peu la région, on a la famille pas très loin, un village à côté, mais voilà, l'historique des coûts des parcelles sur l'achat, acheter au bon prix, l'état des parcelles, voilà, on a pu visiter des parcelles ensemble. Elle a la connaissance du marché, du secteur. Ça nous a vraiment accompagnés en amont. Pendant le projet aussi, il y a eu le financement là, qui a été évoqué aussi sur des aides notariées aussi, sur la garantie d'obtenir le foncier aussi, parce que nous, on était en démarche en fait en parallèle d'énormément d'éléments entre la construction du bâtiment, l'obtention d'un permis de construire, le foncier, et les délais étaient un peu longs, et en ayant la garantie d'avoir le foncier, on a pu se lancer dans le projet en parallèle. Voilà, donc ça a été un accompagnement vraiment tout au long de notre projet, et encore là aujourd'hui, ce matin j'étais au téléphone encore avec elle, donc voilà, il y a vraiment eu un accompagnement qui est clairement dans le facilitateur, ce que vous disiez tout à l'heure, de faciliter les transmissions et notre installation, clairement. Facilitateur, mais aussi sécurisation finalement, donc tel que j'entends votre témoignage, pour acheter au bon prix, pour être sécurisé sur un certain nombre de points qui pouvaient s'avérer déterminants quant à la bonne fin de l'opération.
Tout à fait. On est sur une appellation qui est l'appellation Anteras du Larza, qui est en Montpérou, ici dans le village. C'est des appellations qui sont montantes et dont les valeurs de foncier ont tendance aussi à augmenter. Et c'est un gage de sécurité aussi, d'un certain encadrement, en effet. Ouais. Morgan Catala, donc pisciculteur en Ariège et les truites de Laston. Même question, comment est-ce que vous avez été mis en relation avec la SAFER et quels ont été, selon vous, les principaux bénéfices? Je sais que vous êtes passé par une phase de location avant de pouvoir acheter. Tout ça a été managé avec l'appui de la SAFER? Tout à fait. La SAFER, grand facilitateur d'accès à l'exploitation, quoi. On a démarré parce que ça demande quand même beaucoup d'investissement entre l'achat du matériel, l'achat du stock, des bâtiments, donc du foncier, évidemment. Donc c'est des grosses sommes à emprunter et puis à investir. Donc c'est vrai que la SAFER sur le coup nous a permis de louer l'exploitation pendant 2 ans, le temps de se roder et de montrer un petit peu qui on était et ce qu'on pouvait faire avec cet outil. Et de là, on est parti sur l'achat des fonciers par la suite. Donc, effectivement, un gros boulot de la part de Cédric Rosy, qui est le directeur chez nous dans l'Ariège, et son équipe sur, dans un premier temps, la location et puis dans un second temps, l'achat à travers une exploitation familiale depuis les années 50 où tout est imbriqué, où il a fallu faire une multitude de laissez-passer, de droits d'accès, tout ça, quoi. C'était la folie, quoi. Donc, je pense que ça a été un très gros dossier pour eux et en tout cas, on les remercie aujourd'hui pour effectivement les faciliter à l'accès pour cette exploitation, quoi, évidemment. Merci Morgan. Les uns les autres, est-ce que vous auriez envie de dire finalement, après avoir expérimenté cette collaboration avec la SAFER, cet accompagnement, que finalement, au-delà de certains préjugés, finalement la SAFER gagne à être connue puisque vous avez eu l'occasion de collaborer avec les équipes de la SAFER? Sabine? Oui, tout à fait. Le processus d'installation est un processus qui est très long, il faut le savoir, pour ceux qui veulent se lancer dans le milieu. Et la recherche d'une exploitation peut prendre vraiment du temps. Et une fois que vous avez trouvé ça, ce n'est pas terminé. Pour aller jusqu'au débarrage de l'exploitation, il y a encore beaucoup d'étapes. Il y a souvent des choses qui viennent s'intercaler auxquelles on n'avait pas pensé. Et clairement, dans mon cas, la SAFER a joué un rôle primordial et, comme je vous les ai expliqué, nous a sauvé la mise pour une question de délai, en fait, qui était incompressible. Julien? Il faut surtout sortir aussi de l'image, je pense, de la SAFER qui préhende. Enfin, nous, on le voit sur la partie viticole, l'appréhension de parcelles parce que pour arranger un tel ou un tel. Enfin, il y a quand même, c'est quand même pas. Après, c'est souvent malheureusement la seule image qu'on va garder parce que c'est un dossier qui est marquant ou quelque chose qui a marqué une région, tout un village, parce qu'ils vont en parler pendant 30 ans d'une parcelle qui devait être à un ou à l'autre. Et c'est vrai qu'en fait, il y a beaucoup de projets, à l'image de nos projets, qui ont été aidés et qui ne sont pas forcément retenus par rapport aux autres. Là, parfois, la pression foncière est telle qu'effectivement, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Merci donc à tous les trois. Donc, on arrive au terme de cet échange. Alors, autant pour moi, j'ai oublié un détail qui est sa petite importance, c'est de rappeler l'âge de chacun d'entre vous. Alors, Sabine, normalement, on ne demande pas l'âge à une dame, mais je vais me permettre. J'ai 43 ans. 43 et je suis installée depuis donc fin 2018. Voilà, après une première expérience professionnelle hors agriculture. Morgan? 38 et installé au 1er janvier 2017. 2017. Et Julien? 33, moi, du coup. 33 et j'étais installé fin octobre 2021. Voilà. Donc, en rappelant que tous trois, vous vous êtes installés hors cadre familial, dans un processus, effectivement, qui
pour certains, vous ont conduit à vous reconvertir et puis à vous engager dans une démarche assez progressive. Alors, je crois qu'on a eu malheureusement un petit problème technique qui nous a empêché de recevoir les questionnements. Donc, j'en suis vraiment désolé. Vous pouvez toujours sur le site donc, de la SAFER Occitanie poser des questions. Je sais que le service communication essaiera d'y répondre, mais on ne va pas être en mesure de répondre aux questionnements. Il y a eu un problème technique, j'en suis vraiment désolé. En tout cas, bon, Sabine Canesson, donc Julien Fabregas, Morgane Catala, Thomas Romagnac, je vous remercie donc vivement hein, donc pour vos témoignages et votre contribution au débat. Merci à nos internautes. Hein, je rappelle que vous étiez plus de 200 inscrits. Vous pourrez vous retrouver très rapidement dès demain, je crois, dans le replay de ce webinaire donc sur la chaîne YouTube de la SAFER Occitanie. Restez en ligne 2 minutes si vous le pouvez encore, puisque donc, je vous rappelle que dans une démarche d'amélioration continue, nous vous proposions donc, un questionnaire de satisfaction. Je vous donne rendez-vous donc, pour le prochain Parlons Foncier direct, donc, le mois prochain, donc, le 28 mars donc, à 13h30 à la même heure. Je vous donne également d'ores et déjà rendez-vous le 15 octobre, alors c'est encore assez loin, mais on s'y prend à l'avance, pour l'événement qui est organisé et proposé par la SAFER Occitanie, qui est intitulé « Partageons la Terre ». Hein, donc, vous voyez, on reste dans le sujet. C'est un événement donc, qui réunira à Toulouse plusieurs centaines de professionnels, d'entrepreneurs du monde agricole et de jeunes qui se destinent à l'agriculture, à la fois donc, pour sensibiliser hein, sur l'importance de l'attribution du foncier agricole, donc une ressource hein, qui est vitale, bien évidemment, je le rappelais en introduction, pour notre souveraineté alimentaire et la préservation de notre territoire. Et puis faire découvrir, Thomas Romagnac l'a quelque peu évoqué, cette démocratie foncière hein, telle qu'elle se vit au quotidien dans les comités techniques départementaux. Sur ce, il est 14h18, on a à peu près tenu le timing. Je vous souhaite une bonne journée et je vous remercie encore une fois donc, d'avoir suivi ce webinaire. Merci. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci.